Bienvenue sur ce deuxième webinaire de booster le projet de ma collectivité via des fonds privés. Un webinaire aujourd'hui dédié au crowdfunding et plus spécifiquement au financement participatif pour les collectivités. Avant de commencer, je vais vous demander de bien veiller à couper votre caméra et vos micros pour garantir la fluidité de ce webinaire-là. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou aussi des questions au fil de la présentation, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On essaiera d'en prendre quelques-unes à la fin du webinaire qui va se finir aux alentours de 10 heures. Et dans tous les cas, on vous fera une réponse personnalisée à la suite de ce webinaire pour répondre aux questions que vous avez posées via le chat. Alors aujourd'hui, les objectifs de la séance, c'est de comprendre déjà qu'est-ce que le financement participatif. Deuxièmement, de découvrir les typologies et les formes de financement participatif et acquérir aussi un mode d'emploi sur ces financements participatifs, d'avoir aussi connaissance sur la réglementation, notamment en lien avec les collectivités, parce qu'on a une réglementation spécifique, et bien sûr de se doter de quelques conseils et de quelques astuces si vous souhaitez vous lancer dans le crowdfunding. Donc voilà globalement les 4 objectifs. Avant de commencer, je vais aussi me présenter. Donc, je suis Cindy Derail, je suis chef de projet en économie circulaire et en ingénierie financière au sein de la structure Maceo. Donc Maceo, on est une association de la loi 1901, donc d'utilité publique et à but non lucratif, et on accompagne les acteurs publics et privés dans un développement économique durable des territoires. Et on appuie notamment des projets qui sont en phase d'émergence. On a un noyau d'acteurs d'une centaine d'adhérents et on a 4 thématiques phares qui sont l'économie circulaire, l'ingénierie financière, l'événementiel en faveur de l'attractivité des territoires et puis bien sûr les nouveaux modes de travail. On est basé à Clermont-Ferrand. Bien sûr, on a des missions d'intérêt général puisqu'on accompagne des acteurs qui sont situés sur le Massif central, comme vous pouvez voir sur la petite carte ici. Mais on a aussi 2 domaines d'activité. Bien sûr, on fait des prestations de services au niveau national. Et puis, au niveau national également, on contribue aux programmes nationaux tels que Territoire d'industrie et Petites villes de demain. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que vous est proposé ce webinaire, puisqu'il est dédié aux petites villes de demain. Si je fais un petit focus justement sur ce programme-là, nous avons 3 modalités d'intervention pour vous accompagner. On peut sensibiliser, comme aujourd'hui, via des webinaires. On peut vous faire monter en compétences via des ateliers participatifs et en présentiel sur des thématiques bien précises, ou alors bénéficier d'un accompagnement individuel pour vos projets. Sur les 3 thématiques, notamment que vous voyez ici, l'économie circulaire, les financements privés et les nouveaux modes de travail. Et nous sommes 3 personnes aujourd'hui à accompagner les petites villes de demain. Donc, mes collègues Véronique Guiraud et Valérie Renon aussi qui sont missionnées sur ce programme-là. En régie, vous avez Sandrine Grisard. N'hésitez pas, si vous avez un petit problème technique, à faire appel à elle. Elle vous répondra avec plaisir. Donc, sans trop tarder, on va attaquer ce webinaire sur les financements participatifs. C'est un webinaire de généralité, donc une première approche pour vous donner un peu toutes les clés en main pour vous lancer sur ce dispositif-là. Alors, petit rappel déjà, il existe 2 types de financement, des financements publics, de droit public, c'est-à-dire des subventions ou des aides qui sont définies selon des critères bien précis et définis au préalable, et puis les financements privés qui recouvrent en fait l'ensemble des activités d'une structure qui peuvent prendre diverses formes et puis avoir diverses modalités et des critères qui sont non définis au préalable. Parmi les financements privés, on a 2 grands secteurs. La finance du secteur privé dite entre guillemets classique, c'est-à-dire de faire appel à des prêts de banque ou d'organismes qui allouent des prêts, des organismes de mécénat comme les fondations par exemple ou les fonds de dotation, de la prise en capital ou bien sûr le financement participatif. Sur le secteur de la finance privée, on a aussi la finance privée dite parallèle qui est un peu moins connue, qui fait plutôt référence aux crypto-monnaies, à la monnaie locale ou aux monnaies sociales. Si vous voulez en savoir plus un peu globalement sur les financements privés, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. On avait fait un premier webinaire sur ce sujet-là. Donc, le financement participatif, aujourd'hui, de quoi parle-t-on à qui on fait référence et quel dispositif pour les collectivités? Aujourd'hui, le financement participatif ou crowdfunding veut dire littéralement faire appel à la foule. Donc, quand on demande un financement participatif, on fait appel à la foule, on fait appel à des dons de la part de citoyens. Le financement participatif est
est un échange de fonds entre des individus afin de financer un projet via une plateforme en ligne. C'est ce qui caractérise vraiment le financement participatif. Dans le panorama des financements participatifs, vous le voyez par exemple ici, on a différentes formes ou différents types de plateformes sur les financements. On a des plateformes qui sont dédiées aux services, des plateformes qui sont dédiées vraiment au secteur public, d'autres qui sont dédiées à des thématiques précises. Donc, vous voyez par exemple les membres là, de la Fédération du financement participatif qui sont affichés ici. Donc, comme vous voyez, il y a pléthore de plateformes en ligne et on y reviendra tout à l'heure. Le financement participatif, en quelques chiffres, c'est un dispositif qui a en plein essor depuis quelques années. Les montants collectés en France sont assez astronomiques puisqu'on arrive à plus de 150 millions d'euros en 2014 et on est passé par exemple à 336 millions en 2017. Donc on a une nette progression de l'utilisation de ce dispositif. Il faut savoir qu'il y a 50% des Français qui sont favorables à ce que les collectivités territoriales fassent appel au financement participatif pour les projets des collectivités, que ça représente pratiquement 1 milliard de budget annuel pour la France et qu'il y a un Français sur 3 qui est prêt à faire un don ou un prêt à une collectivité afin de participer au développement du territoire et de participer notamment aux projets de territoire et à des projets de proximité. Sur les différentes formes de financement participatif que l'on peut avoir et que l'on peut rencontrer, on a tout d'abord des financements et des plateformes qui proposent des dons sans contrepartie. Donc, les dons sans contrepartie, c'est en fait un simple don d'une personne sur la plateforme pour un projet sans attente de retour ou d'échange, donc sans contrepartie, c'est bien le cas, sur le projet et sur la structure. Après, nous avons une deuxième forme qui est les dons avec contrepartie, puis les prêts aussi avec contrepartie. Sur ce volet-là, c'est des dons qui sont faits bien sûr par des individus, mais avec une contrepartie qui peut être symbolique ou réelle, c'est-à-dire une contrepartie émotionnelle. Par exemple, vous voulez créer un skatepark dans votre commune et ce skatepark, vous avez besoin de le faire financer parce que vous avez besoin de moyens financiers pour boucler votre maquette financière. Et la contrepartie qui peut être faite, c'est de dire, si vous donnez tant d'euros, en échange, vous aurez votre nom gravé sur le skatepark. Ça, c'est une contrepartie émotionnelle, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi une contrepartie où on va donner un objet, on va les inviter à une inauguration, etc. Et on peut avoir aussi les contreparties fiscales, c'est le cas pour les collectivités, c'est-à-dire qu'en échange du don, la personne donatrice va pouvoir déclarer à ses impôts une défiscalisation vis-à-vis de son don si le projet est d'intérêt général. Donc, pour les particuliers, c'est 66% de défiscalisation. Pour les entreprises, on atteint un taux de 60% de défiscalisation pour tout don alloué. Donc, voilà les deux types de contreparties qu'on peut rencontrer dans ce cas-là. Une troisième forme arrive sur le financement participatif, c'est le financement par des royalties. Donc là, c'est attribuer tout simplement un pourcentage du chiffre d'affaires au donateur ou à celui qui investit en fait dans la structure ou dans le projet de la structure. Et enfin, quatrième forme, c'est l'apport en capital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une prise de participation minoritaire, comme les actions, auprès du projet, avec une contrepartie, bien sûr, en lien avec une contrepartie d'action et donc une contrepartie monétaire. Et il faut savoir que pour les collectivités, il y a vraiment 3 formes de financement participatif sur lesquelles les collectivités peuvent agir. On a les dons sans contrepartie, les dons avec contrepartie et les prêts participatifs et l'apport en capital. Et là, c'est assez récent, on y reviendra tout à l'heure. Là, c'est plutôt quelque chose qui est dédié vraiment au monde de l'entrepreneuriat et à l'entreprise plus globalement. Donc, on va vraiment s'appuyer sur ces 3 formes que vous voyez là, qui sont vraiment des formes de financement participatif qui sont pour les collectivités. Donc, si on va un peu plus loin, si on parle de dons sans contrepartie, il faut savoir que quand on se lance sur ce type de financement participatif, il faut espérer une levée de fonds entre 0 et 20 000 euros, tout en sachant que la moyenne des dons récoltés est aux alentours de 1 500 euros, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est une moyenne en général de 6 donateurs.
qui mettent chacun à peu près 250 € dans l'enveloppe pour le projet. C'est notamment pour financer des projets d'intérêt général et plutôt en phase de démarrage, donc avec un petit budget aussi, ou alors c'est là où il manque la petite fourchette qui fait qu'on va pouvoir financer globalement le projet dans sa totalité. Et puis, on a aussi des plateformes qui sont dédiées, qui ne demandent aucune contrepartie. C'est par exemple le cas de Hello Asso, qui a un dispositif qui ne demande pas de contrepartie ou de don-contrepartie sur leur dispositif. Donc là, c'est un exemple de plateforme qui peut exister sur ce don sans contrepartie. Si je vais un peu plus loin, et si je parle de dons avec contrepartie, là, il faut savoir que l'enveloppe budgétaire est un peu plus élevée puisqu'on peut espérer une levée de fonds comprise entre 0 et 100 000 €, donc c'est un peu plus conséquent et qu'en moyenne, les projets récoltent près de 7 000 € de dons. Ce sont une moyenne de 98 donateurs, donc on arrive à rassembler un peu plus une communauté autour du projet qui mettent à peu près 73 € chacun en moyenne. Donc, ça a un peu plus d'impact, notamment par exemple pour des projets de collectivité, parce que là, on implique vraiment les citoyens dans le projet de territoire. Si je vais un peu plus loin, c'est aussi pour des projets qui sont en phase de démarrage ou qui ont besoin aussi d'avoir une petite enveloppe pour vraiment boucler la maquette financière. Et petite mise en garde, c'est que dans les dons avec contrepartie, il faut être prêt et être surtout en capacité de livrer ces contreparties. Et ça se budgète bien avant. Donc ça, c'est vraiment à bien réfléchir en amont de se lancer dans la campagne de financement avec des formes de dons avec contrepartie. Et enfin, voilà quelques exemples de plateformes pour les collectivités. Donc, on a des dispositifs comme KissKissBankBank, Willy's, Collecticity. Et puis, il existe aussi, donc là, je vous en ai mis deux en exemple, il existe des plateformes qui sont pilotées et animées par des départements. C'est le cas du département de la Corrèze ou de l'Ardèche, qui ont leur propre plateforme de financement participatif pour les projets qui sont sur leur département. Donc, le critère d'éligibilité, bien sûr, c'est d'être présent sur le département. Donc, voilà des exemples de plateformes qui sont pour les collectivités. Bien sûr, sur les dons avec contrepartie, il en existe pléthore. On connaît bien sûr la plateforme Ulule. Il y a les plateformes Mimosa, par exemple, qui sont sur des secteurs bien spécifiques. Mais dédiées aux collectivités, vous avez vraiment les plateformes majoritaires qui sont ici sur ce type de financement participatif. Et enfin, la troisième forme, qui est l'apport en capital, qui est un peu plus complexe. Là, on peut espérer des levées de fonds entre 100 000 € et 1 million d'euros, tout en sachant que le 1 million d'euros, c'est vraiment le plafond max autorisé par la loi pour les projets. Là, ça représente une moyenne de 32 contributeurs en général qui mettent approximativement 3 500 € en moyenne chacun. Donc, c'est une très belle enveloppe. C'est pour des gros projets en général. C'est des projets en démarrage ou en développement avec une forte valeur tournée vers l'innovation et des conditions qui sont fixées au préalable et qui sont les mêmes pour tous. C'est-à-dire, quel que soit le projet, la plateforme fixe les règles et le porteur-projet fixe aussi ses règles. Et il faut se plier aux règles qui sont exigées avant de lancer cette campagne de financement participatif sur l'apport en capital. Là, on est vraiment comme sur le marché financier où on alloue des actions à des donateurs, à des investisseurs qui vont investir dans le projet et qui pourront avoir une contrepartie financière sur ce budget-là. Et on a par exemple Lita.co qui est une plateforme qui permet ces échanges d'apport en capital. Donc voilà globalement les trois grandes formes de financement qui sont possibles pour les collectivités. Donc le don sans contrepartie, les dons avec contrepartie avec le prêt participatif qui en fait partie. Et puis bien sûr tout ce qui est apport en capital. Il faut savoir que pour une collectivité, c'est réglementé, qu'il y a un cadre juridique associé. Et c'est ce que je voulais aussi vous partager aujourd'hui à travers ce webinaire. C'est qu'il faut aussi avoir bien connaissance de la loi et des limites d'intervention quand on veut se lancer dans une campagne de financement participatif. Donc, à savoir, une petite généralité sur l'évolution de la réglementation pour les collectivités. Le financement participatif, en fait, a été autorisé pour les collectivités dès 2014. C'est-à-dire que en 2014, il a été,
il fallait favoriser le développement de ce mode de financement alternatif tout en renforçant la protection des investisseurs. C'est-à-dire que pour utiliser le financement participatif pour les collectivités, c'était très limité. Et jusqu'en 2015, les collectivités et leurs groupements, c'est-à-dire des établissements publics, etc., n'étaient pas autorisés à confier à un organisme tiers, donc c'est-à-dire à la plateforme de financement participatif, l'encaissement des recettes qu'ils avaient. Il fallait qu'ils passent soit par une association, soit par une fondation pour pouvoir financer leur projet. Et il se trouve qu'en 2015, la loi a changé, notamment le 14 décembre 2015, puisque le cadre d'intervention a été élargi et les collectivités ont pu, dès 2015, utiliser directement des plateformes de financement participatif pour pouvoir financer leurs projets et garder la mainmise sur le portage politique aussi de leurs projets. Petite règle néanmoins, c'est qu'en 2015, ne pouvaient être financés des projets qui étaient du service public, c'est-à-dire des projets en lien avec la culture, l'éducation, tout ce qui est en lien avec le social et le solidaire. Voilà les champs d'intervention possibles, les autres champs ne pouvant pas être possibles et devant faire appel, comme en 2014, à une association ou à une fondation pour financer ce projet-là. Puis 2021 est arrivé avec aussi une raréfaction des finances publiques et un changement de la loi pour vraiment encore plus élargir la possibilité de recourir au financement participatif pour les collectivités territoriales et pour financer leurs projets afin d'inciter la diversification des ressources financières. Les collectivités ont pu accéder à tout type de plateforme pour tout type de projet, à l'exception des missions qui sont en lien avec la police ou au maintien de l'ordre public. Voilà, ce sont les grandes deux thématiques aujourd'hui sur lesquelles les collectivités ne peuvent pas réclamer de financement de dons citoyens, mais pour toute autre thématique, c'est possible. Donc là, on a vraiment une ouverture du dispositif pour les collectivités à partir de 2021. Et 2022 est arrivé et on est face aujourd'hui à une expérimentation puisque les collectivités et leurs établissements publics peuvent bénéficier du financement participatif obligataire. Donc là, je fais appel à l'apport en capital. C'est-à-dire que la loi autorise aux collectivités d'émettre des obligations dans le cadre de leur projet de financement participatif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que l'obligation s'apparente en fait à un prêt financier, c'est-à-dire que l'émetteur d'une obligation doit payer à ses investisseurs des intérêts dont le taux est fixé à l'avance. C'est ce que je vous disais, les règles sont fixées par les plateformes dès le départ. Et il y a une date de remboursement du prêt qui est aussi décidée en amont. Tout ça était réservé en fait aux sociétés, au monde de l'entreprise. Et là, on a une ouverture possible sur ce mode de financement qui devient possible pour les collectivités locales. Et ce dispositif est expérimenté sur 3 ans. Parce qu'à ce jour, l'État n'est pas encore rassuré ou se pose la question de la pertinence de ce type de dispositif pour les collectivités. Donc, c'est une expérimentation sur 3 ans. À voir ce que ça va donner d'ici 2025 sur ce mode de financement. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les collectivités, aujourd'hui, vous avez le droit de faire appel à une plateforme de financement participatif pour financer vos projets et que vous pouvez financer tout type de projet dans le cadre où ces projets ne sont pas liés au maintien de l'ordre et à financer des missions de police sur votre territoire. À retenir, et un petit mode d'emploi aussi, c'est que les collectivités territoriales peuvent remplir 2 rôles en lien avec le financement participatif. Soit elles ont un rôle d'utilisateur de ces plateformes en tant que porteur de projets publics, ou elles peuvent avoir un rôle de soutien aux projets par des acteurs privés qui sont sur leur territoire. Donc voilà les 2 rôles possibles pour une collectivité. Concrètement, comment ça se passe? Comment on mène une campagne de financement participatif? Eh bien, vous avez tout d'abord à choisir votre projet, sur quel projet vous voulez aller, quel projet est éligible au financement participatif et comment je peux le financer. Puis une fois qu'on a décidé de se lancer dans une campagne de financement participatif, bien sûr, c'est de choisir la plateforme qui sera vraiment bénéfique et qui portera du sens au projet et qui vous permettra aussi d'avoir des dons de citoyens. Après, c'est tout simplement de mener sa campagne et enfin de collecter les sommes qui y sont associées. Donc, je vais détailler ces étapes en vous
proposant des méthodologies ou des questions pense-bêtes avant de se lancer dans une campagne de financement participatif quand on veut financer son projet. Le tout premier, le choix du projet. La question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le financement participatif est un dispositif adapté à mon projet? Ça, c'est la question phare à se poser avant tout lancement dans une campagne de financement participatif. Et là, vous avez notamment 5 questions à vous poser. La première, est-ce que mon projet est compréhensible et clair pour tous? Est-ce que tout le monde va pouvoir y répondre? C'est-à-dire que si votre projet est flou, s'il y a des questionnements de la part des donateurs, alors ça veut dire qu'il n'est pas clair pour tous et donc il va falloir retravailler ce projet-là. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que mon projet cible bien les citoyens? Vous êtes une collectivité, vous allez forcément aller chercher des dons auprès de vos habitants, auprès de vos administrés ou auprès des particuliers si vous voulez aller toucher des cibles qui sont un peu plus loin et qui sont en dehors de votre territoire aussi. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que mon projet cible bien les citoyens? Est-ce qu'il cible bien la cible particulière, voire entreprise locale aussi? Et est-ce qu'il peut mobiliser des contreparties? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un projet avec des contreparties ou est-ce que je peux proposer un projet sans contrepartie? Ce qui va permettre aussi d'orienter sur un type de plateforme et de définir quelle contrepartie est associée à mes cibles. La troisième question à se poser, c'est suis-je prêt à communiquer sur ce projet-là? Est-ce que vous êtes réellement prêt à vous lancer dans une campagne de communication? Et est-ce que vous êtes prêt à faire partager ce projet, notamment auprès de vos administrés? Ça, c'est une question capitale à se poser avant de se lancer sur du financement participatif. Enfin, suis-je en capacité de consacrer du temps pour ce projet? On est dans une campagne de financement. Comme une campagne électorale, il faut investir du temps, des moyens humains et être toujours au plus près des potentiels donateurs. Et tout ça demande du temps sur une phase très restreinte, hein, parce que pour une collectivité, 2 à 3 mois, c'est quelque chose de très, très court. Mais il faut quand même se dire que pendant 2 à 3 mois, il y a une personne qui est dédiée vraiment à cette campagne de financement participatif pour espérer récolter la somme que l'on souhaite. Et enfin, petite astuce, c'est ai-je fait le test sur trouver le bon financement? C'est une plateforme qui permet de savoir si le financement participatif est le bon financement pour votre projet. Si vous n'êtes pas prêt à consacrer du temps, à communiquer sur votre projet, à mobiliser par exemple des contreparties, si vous n'avez pas de cible précise ou si votre projet n'est pas compréhensible de tous, alors non, ce dispositif n'est pas fait pour vous. Il va falloir vous orienter vers d'autres dispositifs de financement privé, tels que les fondations, tels que les fonds de dotation, le mécénat, les prêts, etc., etc. Mais en tout cas, le financement participatif ne sera pas fait pour. Auquel cas, si vos réponses sont positives sur toutes ces questions, eh ben, on peut passer tout de suite à l'étape 2, qui est le choix de la plateforme. C'est-à-dire, j'ai mon projet, je veux me lancer dans le financement participatif, mais quelle plateforme pour mon projet? Quelle sera la plateforme qui va apporter du sens à ce projet-là? Comme je le disais, il existe un grand nombre, et vous l'avez vu sur la cartographie tout à l'heure, il existe un grand nombre de plateformes de financement participatif. Il faut savoir que les plateformes se rémunèrent généralement via des commissions qu'elles perçoivent sur les sommes collectées. Les commissions peuvent aller de 3 à 12%. Donc, soyez vigilants dès le départ à savoir le pourcentage de la commission parce que cela va impacter votre budget et sur la somme que vous demandez, vous devez appréhender cette commission-là pour que vous puissiez avoir la somme requise pour boucler votre maquette financière. La deuxième chose, c'est que les plateformes peuvent être nationales ou locales, généralistes ou spécialisées. On a des grandes plateformes nationales et puis on a des plateformes locales comme par exemple celle du département de la Corrèze. Voilà. On a des plateformes très généralistes, c'est le cas du LU, ou très spécialisées, c'est le cas de Mimosa par exemple, qui est dédié à la transition écologique au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, il faut vérifier quel type de plateforme vous souhaitez avoir, nationale, locale, généraliste ou spécialité. En général, elles l'affichent directement sur la page de l'accueil de leur site internet et vous pourrez aller voir déjà les projets qu'elles ont financés et surtout le taux de réussite de certains projets, les montants collectés, les typologies de projets. En fait, il faut un peu fouiller sur chaque site pour savoir si cette plateforme colle bien à votre projet ou pas du tout. La troisième chose à regarder aussi,
Surtout quand vous êtes une collectivité, c'est de regarder, par exemple, si elles sont labellisées plateformes de financement participatif régulées par les autorités françaises. Il faut savoir que certaines plateformes sont soumises, et toutes les plateformes d'ailleurs sont soumises à la réglementation et bien sûr au respect de la réglementation française. Et donc, pour toutes celles qui respectent cette réglementation, elles ont ce label-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir si cette plateforme est labellisée et également de vous renseigner. Donc, par exemple, le site Dorias peut vous renseigner pour vous assurer que la plateforme est bien référencée auprès des autorités de régulation. Ça, c'est quelque chose à faire aussi en amont de choisir sa plateforme. Et enfin, la quatrième chose à faire pour choisir sa plateforme, c'est qu'il faut aussi, vous êtes une collectivité et vous êtes aussi garant de l'intégrité des principes de transparence et de libre concurrence. Vous êtes quand même soumis au marché public et il faut aussi que la plateforme respecte ces principes-là. Et ça demande d'avoir une convention par mandat qui sera signée entre la collectivité et la plateforme qui est soumise à cette réglementation relative au marché public, puisque en somme, en fait, c'est une prestation de service pour le compte de la collectivité que vous allez mandater. Donc, bien veiller aussi à ces principes de transparence et de libre concurrence quand vous vous engagez dans le choix de la plateforme de financement participatif. En général, les plateformes sont au courant, elles sont très en pratique. C'est le cas notamment de KissKissBankBank ou de Willy's, qui sont vraiment dédiées, qui sont des plateformes vraiment dédiées au financement participatif pour les collectivités. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de ces acteurs également. Et donc, la troisième étape, une fois qu'on a son projet, qu'on veut aller se lancer dans le financement participatif et que ce financement participatif nous permet de choisir une plateforme que l'on a ciblée, et ben, une fois qu'on a notre plateforme, et ben, on se lance dans notre campagne. Et là, c'est comment conduire sa campagne. Et là, on a 5 grandes étapes. Donc, comme je disais, une campagne de financement participatif est en moyenne à une durée moyenne de 40 à 60 jours maximum. Donc, c'est là où on doit tout donner, 1 mois et demi à 3 mois. Pour vraiment récolter un maximum de dons pour financer votre projet. La première étape, c'est l'inscription sur la plateforme, bien sûr, et puis la création de votre page Internet qui est dédiée au projet de la collectivité pour qu'elle y présente son besoin en termes de financement. Et puis surtout, là, ça va être un pitch en fait que vous allez devoir faire. C'est pourquoi moi, citoyenne, je devrais investir dans votre projet. Pourquoi je devrais vous donner une somme d'argent pour concrétiser votre projet. Et donc là, il faut vraiment avoir un discours appétant, un discours qui donne envie aux citoyens d'investir dans votre projet. Une fois qu'on a fait ça, que la page est créée, la collectivité l'utilise réellement comme un outil de communication et le diffuse un maximum dans les réseaux le plus largement possible. Et là, ça peut passer par des petits flyers qu'on met dans les boîtes aux lettres des administrés, ça peut passer par de la communication sur Internet, ça peut passer sur de la communication sur les réseaux sociaux, ça peut passer par un événement, pourquoi pas organiser un événement ou passer par des événements type brocante, etc., qui sont sur le territoire pour diffuser un maximum l'information. Ça peut être des affiches qui sont collées sur la ville. Voilà, c'est vraiment une campagne de communication. Et plus vous communiquez sur le projet, plus vous aurez de chances déjà d'avoir des dons d'un cercle restreint. Et puis après, d'étaler ce don et d'élargir vos cibles pour financer votre projet. Après, la troisième étape, c'est que les internautes peuvent contribuer directement sur cette page. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont connaissance du projet, ils peuvent aller sur cette page Internet et puis faire leurs dons via la plateforme. Une fois que les dons sont collectés, ils sont centralisés sur un compte qui est séquestré, qui est propre. C'est une petite bourse, en fait, qui a pour chaque projet que les plateformes gèrent. Et les dons sont collectés dans cette bourse. Et une fois qu'on a atteint la somme totale demandée et que la campagne de financement participatif est réussie, les dons sont alors versés à la collectivité une fois que la campagne est finie et que la levée de fonds est achevée. Et une fois qu'on a conduit cette campagne-là, on arrive à la quatrième étape qui est la collecte des sommes. Et là, on se dit, voilà, il y a la petite bourse qui est dans cette plateforme de financement participatif que j'ai choisie. Comment aujourd'hui, je récolte les fonds issus de la campagne pour pouvoir financer mon projet. Donc là, il faut savoir que la personne publique confie en fait à la plateforme l'encaissement des recettes qui sont relatives en fait aux revenus tirés d'un projet via un dispositif de financement participatif. Et ça, c'est
régie par un mandat écrit, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, qui est réglementé. Donc, il faut s'inscrire dans cette norme-là. Et grand point de vigilance, c'est que le financement participatif est basé sur le principe selon lequel celui qui prête ou donne à une plateforme a l'engagement que cet argent soit attaché à un projet déterminé, sauf que vous êtes une collectivité. Et donc, que l'argent versé pour un projet public est considéré comme de l'argent public. Et donc, selon les règles de non-affectation des recettes, parce que là, c'est une règle des collectivités publiques, une personne publique ne peut pas garantir que les fonds issus du crowdfunding serviront effectivement à financer le projet pour lequel ils ont été collectés. Donc, l'argent récolté va dans le budget global de la collectivité. Néanmoins, les collectivités peuvent créer une comptabilité analytique pour tracer ces sommes-là, et c'est tout à fait possible, et donc garantir moralement, mais aussi politiquement, que les sommes récoltées via la plateforme de financement participatif sont bien allouées pour réaliser le projet pour lequel la générosité du public a été mobilisée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est le point de vigilance. Vous êtes tenu quand même d'être garant moralement et politiquement que les sommes récoltées seront bien pour financer le projet pour lequel vous avez demandé de l'argent citoyen. En même temps, si vous ne le faites pas et que vous voulez vous lancer après sur d'autres campagnes de financement participatif, ça pourrait vous porter préjudice et je ne pense pas que vous arriverez à récolter les sommes voulues par la suite. Donc, voilà comment se passe globalement la collecte de dons, les sommes et les grandes étapes d'une campagne de financement participatif pour les collectivités. Je voulais vous partager quelques projets quand même, qui sont d'ailleurs sur le site de KissKissBankBank. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, les collectivités territoriales lèvent entre 10 000 et 20 000 euros de dons, en fonction de leur taille, bien sûr, et en fonction de leurs moyens de communication. Donc là, je vous ai mis 3 exemples de villes qui sont arrivés à avoir des campagnes de financement participatif réussies. La première se situe en Aveyron, Saint-Jean-dans-le-Calpi, qui est une petite commune de 266 habitants et qui avait un projet de gîte, en fait, de patrimoine, de valoriser les gîtes et d'avoir un projet touristique. Ils ont eu 79 donateurs. La somme demandée était de 5 000 euros. Ils sont arrivés à percevoir 10 000 euros pour ce projet. Donc, c'est une des premières communes qui s'est lancée dans des campagnes de financement participatif en France. Et au-delà des dons collectés pour cette campagne, ça a permis aussi de faire connaître le gîte qui voulait promouvoir et d'avoir près de 2 ans de pré-réservation avant son ouverture. Donc, ça a été une réelle opportunité pour cette commune. Je vous invite à aller voir leur projet. Je vous ai mis les sites. Voilà, le PowerPoint vous sera envoyé quoi qu'il arrive. Donc, vous pourrez aller, bien sûr, cliquer pour en savoir plus sur les liens que je vous ai mis. Un autre exemple, à Châteaubourg, donc une ville de 7 000 habitants. L'idée, c'était d'accueillir des œuvres d'art et de réaliser des expositions culturelles sur cette commune-là. Donc, le projet s'appelle Boulichot. Ils sont arrivés à avoir une communauté de 175 donateurs. La somme demandée était de 15 000 euros. Ils sont arrivés à percevoir 17 000 euros sur cette campagne-là. Ça a permis notamment d'engager d'autres expositions sur la collectivité et aussi à la population de vraiment s'impliquer sur ce type de projet-là. Il faut savoir que quand même le domaine de la culture, du patrimoine, c'est un domaine plutôt dynamique en matière de financement participatif et que, par exemple, l'acquisition d'œuvres d'art, la réalisation de fresques sur la commune, c'est quelque chose qui touche notamment droit au cœur les habitants d'une commune. Donc voilà un autre exemple. Là aussi, je vous invite à aller voir leur projet sur le lien que je vous ai mis. Et enfin, par exemple, un troisième projet à Fontaine-le-Port. Donc là, c'est aussi une petite commune de 900 habitants. Ils souhaitaient faire une cantine éco-responsable. C'était leur projet. Ils sont arrivés à fédérer une communauté de 95 donateurs. La somme demandée était aussi de 5 000 euros et la somme reçue a été de 15 000 euros. Donc là, on a triplé les dons. Ça a vraiment touché les habitants et le secteur, les habitants du secteur. C'était dans le cadre d'une rénovation d'une cantine scolaire et les habitants ont souhaité vraiment se mobiliser pour à la fois sensibiliser les enfants
au gaspillage alimentaire. Donc, il y avait vraiment cette dimension de responsabilité. Et puis, aussi à manger plus sainement via des produits bio, par exemple, etc. Donc, il y a eu tout un processus qui a été engagé et ça a permis à la collectivité d'aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre de leurs actions et donc d'avoir aussi leur cantine éco-responsable. Donc, vous voyez, 3 projets très différents, un touristique, un culturel et un tourné vers le social et l'éducation. Des projets de succès, donc tout peut être finançable. Il suffit de savoir bien mener sa collecte de dons sur ce type de projet-là. Et avant de finir, justement, je voulais vous partager quelques avantages et puis quelques conseils pour mener à bien sa campagne de financement participatif. Tout d'abord, le financement participatif, c'est la garantie pour la collectivité, de fédérer tous les acteurs locaux autour du projet, d'avoir une réelle implication des habitants et dans une logique aussi participative, c'est-à-dire que les habitants participent au projet et on a aussi une espèce de gouvernance participative qui s'implique, qui s'instaure, puisqu'on peut tout à fait faire un état des lieux du projet, de son avancement, etc. Ça permet aussi de créer du lien avec les habitants. Réellement, il y a ce renforcement des liens. Souvent, les collectivités sont en quête d'appliquer leurs citoyens dans leurs projets. Là, c'est un bon moyen de créer ce lien entre collectivités et habitants. Ça permet aussi de promouvoir les projets, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est fait par la collectivité, pour quel projet, quelle somme allouée, et donc de promouvoir tous les projets et dans un mandat notamment de mettre en évidence les projets qui ont été constitués, qui ont été financés et qui ont été menés à bien avec toutes les actions associées. Ça permet aussi, au-delà du projet, de promouvoir la collectivité. C'est gage d'attractivité. C'est un outil aussi de marketing territorial. Et donc, vraiment, de faire un focus sur votre collectivité et sur le dynamisme de votre collectivité dans la réalisation des projets et des actions qui y sont associées. Et enfin, ça permet aux collectivités de faire émerger de nouveaux projets dans une dynamique vertueuse. Parce que qui dit campagne de financement participatif dit aussi des possibilités pour financer d'autres projets sur d'autres thématiques, d'avoir déjà sa communauté de créer et donc de pouvoir demander, bien sûr, d'engager d'autres projets et de récolter des dons pour d'autres projets. Tout en sachant, comme je l'ai dit, les dons peuvent être sans contrepartie, avec contrepartie émotionnelle, mais aussi fiscale. Et ça, c'est un gros point, cette contrepartie fiscale, parce que c'est aussi incitatif auprès des entreprises locales. Donc, voilà un peu les avantages du financement participatif pour les collectivités. Et avant de terminer complètement ce webinaire, je voulais vous donner 3 conseils. Bien vous dire que personne ne va naturellement sur les plateformes. On y va parce qu'on en a entendu parler, parce que ça a fait le buzz, parce que ce sont des amis qui nous ont parlé, etc., etc. Mais personne ne va se dire naturellement, tiens, je vais aller me balader sur cette plateforme de financement participatif. On y va parce qu'on en a entendu parler, d'où l'importance de la communication. Et le premier conseil par rapport à ça, c'est qu'il faut bien rédiger votre projet. Il faut que votre projet soit clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais si on se pose des questions, alors ça peut être un frein à la campagne. Qui dit question dit frein à l'action. Donc, retenez bien ça. Il faut être complètement clair, précis sur à quoi va servir cet argent, à quoi va servir ce projet, quel va être l'impact et éviter de se poser des questions. Si vous-même vous posez des questions, ça veut dire que les personnes qui vont vouloir donner vont se poser des questions. Et si elles se posent des questions, et bien tout de suite, elles ne vont pas avoir ce réflexe de donner immédiatement pour la collectivité. Donc, essayez d'anéantir toute question autour du projet. Le deuxième conseil que j'ai à vous faire, c'est que la campagne de financement participatif est une réelle campagne de communication. Et la communication est une clé de réussite de votre campagne. Donc, il faut faire attention aux moindres détails. Les fautes d'orthographe, les petites coquilles, la mise en forme de votre page Internet sur la plateforme, etc., etc. Les plus petits détails comptent. Donc, faites attention à ces petits détails, pensez à tout et réalisez votre campagne de communication pour que celle-ci soit une réussite et qu'elle soit garante aussi de votre réussite de campagne de financement participatif. Et enfin, le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est bien sûr quelle est la cible naturelle de votre structure, de votre projet.
c'est-à-dire qui dit projet, dit avoir une cible. Il faut lister les différentes communautés que vous voulez associer. Est-ce que c'est des entreprises locales? Est-ce que c'est des habitants? Et quel type d'habitants? Quel secteur vous allez toucher? Est-ce que vous voulez toucher des habitants qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de votre territoire? Il faut vraiment cibler, regarder les différentes communautés qui peuvent être associées, celles qui peuvent être pertinentes, et vérifier aussi que les contreparties, si vous êtes dans un dispositif de don contre contrepartie, vérifier que ces contreparties sont en adéquation avec la cible et en cohérence avec le projet. Il ne faut pas que ce soit complètement déconnecté. Donc, bien connecter la contrepartie avec la cible du projet. Et attention, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, bien prendre en compte aussi le coût des contreparties, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le coût des commissions des plateformes de financement participatif, mais aussi il faut prendre en compte les contreparties en amont. Par exemple, si vous souhaitez graver sur ce skatepark le nom de chaque donateur, qui est une contrepartie, ça veut dire qu'il va falloir un artisan qui va faire cette gravure sur le skatepark. Et donc, ça va avoir un coût. Donc ça, il faut le budgéter en avance sur votre maquette financière également, avant même de vous lancer dans cette campagne de financement participatif. Donc, bien faire les devis en amont pour pouvoir prendre en compte tous ces apports budgétaires pour réaliser votre maquette financière et donc savoir exactement quelle est la somme que vous allez demander sur cette plateforme de financement participatif. Donc, ce sont vraiment les 3 conseils que j'ai à vous donner dans le cadre des financements participatifs pour une collectivité. 1. Éviter qu'on se pose des questions. 2. Faire attention aux détails, même les plus petits. Et enfin, 3. Bien connecter les contreparties et les appréhender aussi et que celles-ci se portent sens par rapport à la cible et par rapport au projet. Donc, voilà les 3 conseils clés que j'aurais à vous donner avant de s'engager dans une campagne de financement participatif. J'en ai fini aujourd'hui. Juste un petit point d'actualité. Le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous en présentiel. C'est un événement, Booster mon projet, qui aura lieu le 12 mai à Millau, de 9h30 à 16h30, avec le matin des plénières très inspirantes, donc des témoignages de personnes qui ont bénéficié de financements privés. Alors, pas uniquement du financement participatif, mais aussi des financements de fondations, de mécénat ou de prêts, etc. Et puis après, on va passer sur des ateliers participatifs et l'après-midi sera vraiment dédié au rendez-vous B2B avec les financeurs. C'est-à-dire que là, on a une vingtaine de financeurs et vous allez pouvoir rencontrer directement ces financeurs pour discuter du financement de votre projet. Donc, c'est vraiment des rendez-vous d'affaires. Les préinscriptions sont ouvertes depuis la semaine dernière. Je vous ai mis le lien aussi ici. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette journée-là parce que ça permet vraiment de faire effet levier sur les financements que vous pourrez avoir pour financer vos projets et sur lesquels vos communes auront droit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, je rappelle, le 12 mai 2022 à Millau sur l'ensemble de la journée. Et bien sûr, je serai ravie de vous y voir et de vous rencontrer physiquement sur cette journée-là. Et bien, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ne sais pas, Sandrine, s'il y a eu quelques questions qui ont été évoquées sur le chat. En tout cas, n'hésitez pas à les poser. Et puis, comme je le disais, de toute manière, on pourra vous répondre individuellement par la suite. Donc, du coup, Sandrine, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout à fait. Sur lesquelles on peut répondre avant de clôturer le webinaire? Alors, je pense qu'on peut répondre à la question de Claire Gaumont qui demande s'il n'y a pas des effets négatifs concernant le financement participatif puisque auprès des citoyens, parce que les citoyens payent déjà des impôts et elle se demandait quel était l'impact de cette sollicitation des citoyens et savoir si ça n'avait pas un effet négatif. Alors, sur cette question-là, non, ça n'a pas forcément d'effet négatif directement. Là où ça peut être un effet négatif, si c'est mal communiqué, si on explique mal les choses. Mais ça n'a pas d'effet négatif parce que là, le citoyen va voir concrètement pourquoi il donne cet argent. Les impôts, c'est quelque chose qui est, comment dire, déjà qui
qui est obligé. Enfin voilà, on est obligé de payer ses taxes, on est obligé de donner des impôts à la collectivité. Et la somme que l'on octroie, que ce soit par des taxes foncières par exemple, et ben on ne sait pas où elle va. On ne sait pas pourquoi elle est faite et il y a un flou par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que les impôts sont perçus aussi négativement. Là, quand on donne, on sait pourquoi on donne, pour quel projet, où est-ce que mon argent va aller. Donc, non, c'est plutôt rassurant pour le citoyen et c'est ce qui va l'aider à aussi soutenir la collectivité dans son projet-là. Parce qu'il y a une visibilité et une totale transparence sur la recette de la collectivité et donc sur les dons octroyés et sur le projet. Et puis, il y a une réelle implication citoyenne, c'est-à-dire que le citoyen qui donne va forcément donner parce qu'il est touché par ce projet-là et qu'il veut s'investir sur ce projet-là pour sa commune. Donc, il n'y a pas forcément d'effet négatif, sauf si on a une très mauvaise communication, sauf si on explique mal les choses. Si vous c'est comme tout. Si il y a des sous-entendus, s'il y a des flous, ça veut dire qu'il y a un loup. Si on n'explique pas le pourquoi du comment, là aussi, ça peut avoir un effet négatif. Donc, c'est pour ça que la communication est un enjeu essentiel dans les campagnes de financement participatif. Mais à partir du moment où c'est bien expliqué et qu'on sait pour quel projet on donne, et ben du coup, on n'a pas forcément de critique de la part des citoyens. Bon, après, vous allez me dire, il y a toujours des citoyens qui vont râler, qui seront toujours réfractaires, etc. Mais ça, c'est comme partout, il faut tout pour faire un monde. Mais majoritairement, non, ça n'a pas du tout d'effet négatif. Bien au contraire, ça permet aux citoyens de vraiment savoir où va son argent, contrairement aux impôts où des moments, on se pose des questions. Voilà. J'espère avoir bien répondu à la question de Claire. Peut-être une dernière question. Ouais. Oui. Alors, il y a Mathilde de Creuse Grand Sud qui demande, y a-t-il une temporalité idéale pour le lancement d'une campagne de financement? Oui, on pourrait dire qu'il y a une temporalité idéale pour le lancement d'une campagne de financement. Alors, différentes même temporalités. La première, c'est sur le projet, c'est-à-dire qu'il faut que le projet soit quand même bien structuré et que la maquette financière soit bien structurée et que le projet soit porté politiquement avant de se lancer dans une campagne. Donc, si votre projet n'est pas validé politiquement ou si votre projet n'est pas structuré ou si la maquette financière n'est pas totalement bouclée ou si le descriptif n'est pas clair et précis, ne vous lancez pas. Pas tout de suite. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de travail à faire. Et il y a une temporalité aussi en termes de dons, notamment sur les dons défiscalisables, parce que les collectivités peuvent émettre des reçus fiscaux. Elles portent des projets d'intérêt généraux et donc peuvent émettre des reçus fiscaux parce qu'ils sont garants de l'intérêt général et de l'utilité publique pour leurs projets. Et qui dit reçus fiscaux, c'est qu'en général, on a des périodes où les donateurs vont faire leur déclaration d'impôt. Donc en général, quand on a des dons défiscalisables, on a une forte affluence avant la déclaration d'impôt, c'est-à-dire vers avril, mai, juin, avant qu'on fasse nos déclarations annuelles, et puis aussi en fin d'année. Novembre, décembre, c'est-à-dire avant qu'on boucle l'année, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder leur taux d'imposition et qui vont se dire, bah, tiens, j'aimerais bien défiscaliser un peu et j'aimerais défiscaliser en donnant ou en participant à des projets ou en soutenant des projets ou des causes. Et donc, dans ce cas-là, ils vont regarder sur quel projet et c'est là où on voit aussi les taux de dons les plus forts. Donc, fin d'année, avant la clôture de l'année et avant la déclaration d'impôt, parce que c'est là aussi où ils vont regarder pour l'année suivante combien ils vont pouvoir défiscaliser. Donc, ce sont deux temporalités à prendre en compte. Un projet bien mature, bien mature en phase d'émergence, bien sûr, et de regarder en termes de temporalité de dons plutôt fin d'année ou premier semestre de l'année pour pouvoir espérer des dons. Voilà. Eh ben, en tout cas, je vous propose de clôturer cette session. Encore merci pour votre participation et pour votre écoute. Sur les autres questions, je n'hésiterai pas à vous répondre prochainement. On vous enverra également le PowerPoint. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.